Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Comment sait-on si on est prêt à devenir parent? C'est un tel chamboulement, à la fois physiologique, émotionnel et identitaire, qu'il est souvent difficile de savoir quel est le bon moment pour se lancer dans l'aventure. Mais parfois, la vie décide pour nous, et il suffit alors de se laisser porter. Ou pas. Virginia a 30 ans. Elle est sénégalaise d'origine capverdienne, mariée et mère de 3 enfants. Elle est née et a grandi à Dakar, qu'elle a quitté pour faire ses études aux États-Unis avant de revenir s'installer ici. Elle est interprète de formation et après plusieurs vies professionnelles dont elle nous parlera, elle est aujourd'hui secrétaire de direction dans une école. Virginia est tombée enceinte à 25 ans, alors que, selon la société, ce n'était vraiment pas le bon moment. Pourtant, elle s'est sentie mère immédiatement. Et elle a tout de suite investi sa grossesse en cherchant à s'informer le plus possible. Mais ce ne fut pas un exercice facile, car elle s'est vite rendue compte qu'il était compliqué de trouver des informations pertinentes et adaptées. Alors, avec son premier bébé, elle s'est plutôt laissée guider. Mais chaque enfant lui a appris et l'a fait grandir. Et parce qu'elle est convaincue que le savoir, c'est le pouvoir, elle a persévéré dans sa quête et dans sa volonté d'être actrice de son accouchement et de sa parentalité. Vous verrez comment, au fil de ces 3 césariennes, elle a pu faire entendre sa voix et faire des choix de plus en plus informés et affirmés. Pour son 2e enfant, elle s'est assurée que son projet de naissance soit connu et respecté. Et pour son 3e enfant, elle a carrément débarqué à la clinique avec sa valise un lundi matin en demandant à accoucher dans la matinée. Et croyez-le ou non, ça a marché. Depuis 4 ans, Virginia partage toutes les informations qu'elle trouve, ainsi que son expérience, à travers son compte, Yaïch, pour aider sa communauté de jeunes parents à trouver des réponses à leurs questions. Yaï est un mot wolof, qui veut dire mère, maman. Ish est un suffixe anglais, qui sert à nuancer un propos. Une Yaïch, c'est peut-être une mère pour qui la maternité n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais qui en apprend tous les jours. Et surtout, qui fait de son mieux. Vous vous reconnaissez? Alors embarquez pour un épisode plein d'informations utiles et de bonne humeur, dont vous ressortirez convaincu qu'être une yaï, même ish, c'est avant tout être une femme puissante et capable de tout. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Virginia. Bonjour Alix. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Eh ben moi ça va aussi. Je suis très contente. Moi aussi, très contente d'être là. De faire cet entretien avec toi aujourd'hui. J'ai hâte de répondre à tes questions. Que tu ne connais pas en plus. C'est ça le pire. Virginia. Oui. Est-ce que ça te plaît d'être maman? Oui, 90% du temps, oui. Il y a des fois où ça me plaît pas trop, mais c'est normal. Oui, mais la plupart du temps, j'adore être maman. Franchement, j'adore savoir que, par exemple, mes enfants me ressemblent d'un côté ou bien ne me ressemblent pas de l'autre. Ont des traits de leur père, ont des traits de mon frère, ont des traits de ma famille ou de la famille de mon mari. Oui, j'aime bien. J'adore être maman. C'est vraiment beau. Ouais. Et je suis convaincue que j'étais destinée à être maman. Toute ma vie, même mon entourage le dit. Ça ne nous étonne même pas que tu aies créé Yaïch parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu la fibre maternelle, en fait. Et toi-même, dans quel modèle familial tu as grandi? Alors, j'ai un seul frère.
J'ai grandi avec mes parents, ma mère, mon père, on a toujours été ensemble. J'ai grandi avec une famille très, on va dire, cool, des parents très cool, des parents très ouverts d'esprit, avec qui on avait des discussions super, peut-être sérieuses, parfois intimes. Euh, je trouve que mes parents ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissante de la famille avec laquelle j'ai grandi. Et toi, tu disais que tu avais toujours eu cette fibre maternelle, ce désir de devenir mère. Oui. Mais concrètement, à quel âge tu es devenue maman et comment ça s'est fait? À quel moment tu t'es dit, OK, je me sens prête, là, je vais franchir le pas et devenir mère? Au moment où j'ai su que j'étais enceinte, c'était direct dans ma tête, c'était en mode où ça y est, je suis maman. Aujourd'hui, je peux être maman. C'était pas, je me suis même pas posé la question 2 fois en fait. J'ai même pas hésité, je me suis même pas dit OK, c'est pas, je suis pas encore prête ou non. Dès que j'ai su que c'était le cas, je suis tombée enceinte, je pense que j'avais 25 ans. Ouais, à l'époque j'avais 25 ans. Donc c'était en mode non, ça y est, c'est le moment. Et est-ce que ce premier enfant, il était attendu, voulu? Pas du tout. Ah, Pas du tout. Mais c'était, malgré le fait que ma situation était compliquée à ce moment-là, je le voulais. C'était sûr que je le voulais. C'était pas quelque chose que j'ai même pas réfléchi. Pour être honnête, à ce moment-là, j'étais totalement prête. Ouais. Mais c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout quelque chose que voilà que j'attendais ou bien que j'avais planifié ou quoi que ce soit. Ouais. il s'est annoncé et il est arrivé. Voilà, c'est ça. Comme le Messie, il est arrivé. Et puis, au début, j'avais peur, mais j'ai bien géré la situation, je pense. Et après, quand il était là, tout a changé. Et quand tu as su que tu étais enceinte, est-ce que tu en as parlé assez rapidement? Est-ce que tu as préféré attendre avant de partager la nouvelle? Non, j'en ai pas parlé parce que la situation était délicate. Mais ma famille proche était au courant. Après, quand j'ai accouché, bon, c'est là que tout le monde était au courant. Des gens savaient, d'autres ne savaient pas, mais les gens qui étaient le plus proches de moi, ils savaient. Ouais, ils savaient que j'attendais un bébé. Quand tu dis que c'était une situation délicate, c'est par rapport à la grossesse ou c'est par rapport à un contexte Par familial? Oui, c'est ça, par rapport au contexte familial. J'étais pas mariée à ce moment-là, tu vois, donc c'était pas trop normal d'avoir un enfant à ce moment-là. Mais pour moi, c'était sûr que je le gardais. Moi, j'étais en mode, je vais pas, je vais pas m'en débarrasser. Je le garde et puis Dieu va m'aider quoi avec. Donc voilà. Et après, entre-temps, je me suis mariée. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien, disons. C'est la vie. C'est juste que voilà, on s'y attend pas et après, ça vient et tout le monde est content. Et ça change nos vies. Ouais. Et sachant que c'était assez inattendu, tu dis que tu t'es sentie prête tout de suite. Est-ce que tout a été assez intuitif ou est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que tu as fait des choses pour voilà, t'approprier cette grossesse, préparer l'accouchement à venir? Comment tu as eu... À ce moment-là, je ne me suis pas du tout préparée parce que je n'avais aucune information par rapport aux informations que j'ai aujourd'hui. Je faisais beaucoup de recherches, j'accumulais beaucoup d'informations, mais je ne faisais aucune préparation. Je me rappelle, j'ai fait un cours de préparation à l'accouchement et c'était des informations vite fait, pour être honnête. Je n'étais pas du tout informée. Et c'est bien après avoir eu mon fils que que je me suis dit, ah, mais il y a plein d'informations que je n'avais pas. Comment ça se fait que... Je ne suis pas la seule, en fait, à me poser toutes ces questions. C'est sûr qu'on est des milliers de femmes, surtout au Sénégal, à se poser toutes les questions que moi, je me suis posées quand j'étais enceinte. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je partage, en fait, les informations que j'ai eues, que j'ai lues, que j'ai recherchées. Et je suis sûre que ça va bénéficier plus de femmes comme moi, dans mon cas. Oui, clairement. Ouais. Vu l'engouement qu'il y a autour de la page C'est et ça. les interactions, clairement. Oui, je m'y attendais pas au début, mais je me suis dit, c'est sûr, je suis pas la seule à être en mode toutes les 2 secondes sur Google, à poser plein de questions. Et puis le sujet, ça commençait, comme je le dis, l'idée m'est venue parce que je saoulais 2 amis à moi avec des sujets de la maternité. Et ces 2 amis-là étaient célibataires sans enfants.
Donc, elles en avaient un peu marre de m'écouter à longueur de journée parler de ça. Et c'est elles qui m'ont suggéré d'ouvrir une page qui va parler de ça. Et comme ça, les gens qui S'intéresse au sujet. s'intéressent au sujet, ils pourront discuter avec moi et ils auront plus envie d'en parler que d'autres qui n'ont pas du tout d'enfants et qui s'en foutent un peu, on va dire. Donc, c'est ce qui m'a poussée à ouvrir, à créer la page Yaïch. C'était en juin, je pense, 2020. Donc, un peu après la naissance de mon fils. Et du coup, tu as abordé cet accouchement de manière assez sereine. Ouais, le meilleur de mes accouchements. Le meilleur de ma meilleure grossesse et mon meilleur accouchement, c'était celui-là. Et pourtant, c'était une césarienne d'urgence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé pour... Oui, bien sûr. Alors, déjà, je peux dire que le seul symptôme que j'ai eu de toute ma grossesse, c'est que j'ai vomi une fois. Et c'est le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte. Et jusqu'à ce que j'accouche, je n'ai rien eu. Absolument rien. C'est-à-dire que ma grossesse était parfaite, pour être honnête. J'y croyais pas. Je me suis dit, ça, c'est un miracle. C'est pas possible. Et donc, au moment d'accoucher, j'arrive à terme. Mon terme, c'était le 21 mai. Donc, le jour de mon terme, je vais voir mon gynéco. Je lui demande alors qu'est-ce qui se passe. Il me dit, bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de col qui s'ouvre. On va continuer de monitorer. Donc, on va attendre. J'étais à 40 semaines pile poil. Donc, moi, je commençais à avoir des contractions qui étaient assez, pas rapprochées, super rapprochées, mais elles étaient quand même là. Et donc, je reviens le lendemain, donc le 22. Et là, il me dit, bon, tu es à 1 centimètre. J'ai dit, ah ok, donc ça avance, donc j'ai pas des contractions pour rien. Ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, je reviens encore. 3e jour, le 23. Il me dit, toujours à 1 centimètre. Mais voilà quoi, ça n'avance pas vraiment. Et donc, c'est là qu'il m'a déclenché. J'ai même oublié le nom du médicament là qui peuvent... te mettre, il m'a mis la moitié d'un médicament, j'ai oublié le nom, je sais même plus. En injection ? Oui. Pas en injection, c'est un truc qui m'a introduit dans le vagin. C'est un petit médicament, la moitié d'un médicament. Et on va dire, il faisait 15 heures à ce moment-là. Je suis rentrée chez moi. Et à partir de 17 heures, c'était la folie. C'était des contractions super rapprochées. Ça me faisait super mal. Donc là, je me suis rendue à la clinique. Et donc, j'ai perdu les os une première fois et le liquide était teinté. Donc là, il m'a dit que c'est mort. On va monitorer encore. Et ensuite, j'ai reperdu les os peut-être 1 heure ou 2 après et le liquide était encore plus teinté. Et là, il a dit césarienne d'urgence. Et j'étais juste entre la veille et le jour de mon accouchement à peut-être 19-20 heures. J'étais à 3 centimètres, mais ça n'avançait pas. Donc, mon col ne s'ouvrait pas. Et donc, voilà, j'ai fini en césarienne, mais c'était césarienne d'urgence trop top, quoi. C'était génial. C'était en mode... Quand on m'a dit césarienne, honnêtement, j'étais super... comment on va dire ? Soulagée. Parce que je souffrais. J'avais des contractions intenses. Je prenais des positions bizarres. C'est là que j'ai découvert plein de choses aussi. Voilà, le côté, l'instinct animal est venu. Donc j'étais... Et quand elle m'a dit... ok, on va te mettre la sonde. Donc on m'a mis la sonde. On m'a préparé. Je suis rentrée dans le bloc. On m'a fait l'anesthésie. Et ce qui m'a beaucoup aidée ce jour-là, c'est qu'il y avait du rap sénégalais dans la salle en fond sonore. Dans la salle d'opération et je voyais que mon gynéco était tellement serein. Il mettait il se lavait les mains, il mettait tout son arsenal là, il portait sa blouse et tout et il secouait la tête, genre il écoutait les sons et tout et moi j'étais là ouais, c'est bien ça. Moi la musique c'est toute ma vie, ça me calme et donc j'étais super zen. Mais franchement, super zen. Et donc voilà, on m'a fait l'anesthésie. L'anesthésie, c'était génial. Je discutais avec lui. Et puis après, je sentais plus le bas de mon corps. Donc je me couche. Là, je parle vraiment aux mamans qui ont peur de la césarienne. Je peux vous dire que moi, en tout cas, je l'ai bien vécu. Mes 3 césariennes, je les ai bien vécues. Après, elles sont toutes différentes. Mais cette césarienne, c'était ma préférée.
Et donc, je me couche et puis on commence à me charcuter, comme j'appelle ça. Et donc, après, on s'est rendu compte que mon fils, en fait, il avait le cordon autour du cou 3 fois. Donc, quand on l'a sorti, il était tout violet. Ils lui ont enlevé le cordon et on me l'a montré vite fait. Après, on l'a amené. Mon mari l'a vu. Mon mari était derrière une vitre ce jour-là. Et je me rappelle, je parlais tellement avec l'anesthésiste et le docteur et tout ça. Je les menaçais. Je leur disais, vous avez intérêt à bien me recoudre. Je parlais. À un moment, je me retourne vers mon mari et je le vois qui est en train de me dire, tais-toi, tu parles trop. Et puis, j'étais morte de rire parce que je me suis dit, je suis en train de lui foutre la honte. Il doit se dire, mais elle est folle celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Et donc, c'était super. Voilà, j'étais zen. Après, je suis allée en salle de réveil. Après, mais voilà, la différence, c'est que j'ai pas pu faire de peau à peau. J'ai pas pu allaiter mon fils dès le début. Je savais pas. Voilà, j'étais pas du tout informée de ce côté-là. Donc, on va dire qu'à chaque fois, j'ai évolué dans mes accouchements par rapport à ça. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Je m'en veux pas de ne pas le savoir. C'est juste que je savais pas à ce moment-là. Donc après, j'ai juste essayé de m'améliorer et de faire des demandes par rapport à ce que je voulais. Et donc la rencontre avec ton fils, vraiment, elle a eu lieu un peu après? Beaucoup après même, je trouve. Je demandais à ce qu'on me l'amène. Ensuite, on me l'a amené, mais je devais j'avais accouché peut-être depuis 1 heure ou même plus. Donc on me l'a amené. Je l'ai trouvé super moche au début. Quand on me l'a amené le jour J, je l'ai vu 5 minutes. J'ai eu le temps de faire 2-3 selfies et on me l'a repris. Et donc, j'ai dû passer la nuit dans la salle d'éveil. Et ensuite, je l'ai revu le lendemain à 7 heures. Et comment ça s'est passé, cette entrée dans la vie de maman, en même temps en étant en récupération d'une césarienne? Est-ce que finalement, tu as réussi à allaiter, à créer ce lien avec ton fils, à récupérer physiquement? Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai récupéré très vite. J'étais mobile très vite. J'ai plus ressenti de douleur très vite. J'ai commencé l'allaitement. C'était super bien. Sauf que, étant donné que je n'avais pas les bonnes informations, j'ai pas dormi avec mon fils. Donc, on le prenait à 20h le soir, on me le ramenait à 7h le matin ou 6h. Donc, il dormait pas avec moi. La nuit, j'avais des montées de lait. J'avais chaud. C'était horrible. Je savais que j'aurais eu montée de lait. On m'avait dit que ma montée de lait allait pas se faire le premier jour. Donc, je regardais sur Internet qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as une montée de lait parce que je souffrais. Il y avait la clim à fond et je transpirais la nuit lors de la montée de lait. Donc, j'étais allée prendre une douche. Je me rappelle, au milieu de la nuit. J'ai pris une douche chaude pour pouvoir vider mes seins. Ensuite, il y a une nuit aussi où j'ai tiré mon lait. J'ai demandé à ce que ma mère m'amène mon tire-lait. J'ai tiré mon lait et j'avais un biberon entier de colostrum. J'ai appelé la nurse toute la nuit. Personne ne m'a répondu. J'ai dû le jeter. Oh, la tristesse. La tristesse. Le crime. Mais bon, ça, c'était avant, comme on dit. Donc, voilà. Donc, non, mais franchement, la récupération était top. Après, je pense que c'est moi qui cicatrise assez vite. Mais j'ai pas du tout souffert. On m'a demandé de marcher. Je marchais, je faisais des 100 pas un peu dans l'hôpital. L'allaitement, ça s'est super bien passé. Après, je galérais aussi un peu au début, mais après, il a bien pris. Donc, une expérience positive? Oui, très positive. Toi qui dis que tu t'es sentie prête tout de suite, ouais. Et ça s'est révélé être le cas. Ouais. Après, on va dire, mon postpartum, j'ai eu un petit baby blues, mais ça, c'est normal. Ça, après, avec mon deuxième, mon troisième, je le prenais normal. Hein. Mon premier baby blues, je ne le comprenais pas. Parce qu'encore une fois, je n'étais pas informée. Mais par exemple, je pleurais pour rien. Je pleurais pendant des heures. Et je me disais, mais pourquoi je pleure en fait? Et ça me saoulait. Et surtout, je voyais que ça affectait le bébé aussi, parce que c'était un bébé très calme. Et quand je pleurais, lui, il n'était pas bien. Et donc, je me suis dit, non, Virginie, ressaisis-toi. Il faut arrêter de pleurer maintenant. C'est bon. Et là, on va dire que je me suis sortie toute seule de mon mini baby blues. Est-ce que tu pourrais justement expliquer un peu ce que tu appelles baby blues? Alors, on va dire que j'avais des émotions amplifiées, disons. Moi, en général, parce que si je compare avec mes 3 grossesses, mes 3 postpartum, ça m'est arrivé au bout du 4e, 5e jour. Et c'est genre, tu pleures. Tu sais pas pourquoi tu pleures. C'est fou. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. Moi,
je me disais, oui, peut-être que je mets trop de pression parce que je venais de me marier. Donc, c'est genre, je viens d'avoir un bébé, et je dois m'occuper de mon mari en même temps. Est-ce que je fais les choses bien? Nanani, nanana. Je me posais beaucoup de questions. Et c'est après que j'ai compris que c'était juste un baby blues. C'était la chute d'hormones, c'était le fait que j'ai traversé énormément de choses et que là, tout redescend, on va dire. Effectivement, ça peut être lié à la chute des hormones de grossesse qui intervient au 3e, 4e jour. Et du coup, il y a un proverbe aussi qui dit quand les larmes coulent, le lait coule. Exactement. Parce que Donc, ça en même temps correspond que, aussi ouais, à la montée de lait. ouais, c'est incroyable. Moi, montée de lait, toujours au 3e jour. Avec mes 3 grossesses, c'était au 3e jour. Avec ma première grossesse, j'ai eu ma chute d'hormones au 7e jour. Ma deuxième grossesse au 4e jour. Et ma troisième au 7e jour aussi. Genre le jour du baptême, je me rappelle, le soir quand tout le monde est parti, j'ai pleuré pendant 24 heures peut-être. Ouais, c'était fou, j'arrivais plus à m'arrêter. Et justement, pour ton premier, comment ça s'est passé, cette organisation du baptême? J'avais pas de pression, je savais que je voulais faire un truc simple, je savais que c'était pas... J'avais pas de pression honnêtement de ce côté-là. J'appréhendais qu'on lui rase les cheveux parce que c'est pas du tout dans ma culture. Je suis non seulement chrétienne comparé à mon mari qui est musulman, mais on ne coupe pas les cheveux à la naissance. Donc, on va dire que j'en ai pleuré la veille. Et bon, le lendemain, j'étais là quand on le faisait. On va dire que c'est les compromis à avoir dans une relation mixte. Donc, c'était dur. On va dire qu'au début, c'était mon combat. Comme on dit dans les couples, on a toujours un combat. Il y a toujours des choses pour lesquelles tu es prête à te battre et d'autres choses pour lesquelles tu te dis, oh, c'est pas grave. Moi, au début, avec mon premier, raser l'enfant, je voulais en faire mon combat. Mais après, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Donc, j'ai d'autres combats aujourd'hui. Donc on lui a rasé la tête. Oui, c'était dur à voir, surtout pour ma famille. Et je pense que je pleurais beaucoup, surtout à cause de ma famille. Je me disais que je les mettais dans une situation un peu, pas compliquée, parce que pour une personne qui est musulmane et qui est habituée, c'est pas compliqué. Mais pour une personne qui ne l'est pas et qui n'a jamais fait ça pour ses enfants, par exemple, je pense à ma mère, ou qui n'a jamais vu ça dans sa famille, ça doit être compliqué. Donc ça me faisait du mal de voir que ma mère, ça lui faisait du mal. C'est vrai que, comme tu dis, quand on est habitué, qu'on a toujours vu faire, ça paraît assez anodin. Anodin et facile à accepter. C'est juste on lui rase la tête. Mais pour nous, surtout moi, avec ma touffe de cheveux sur la tête, ma mère m'a dit que mon fils aussi est né avec cette même touffe de cheveux. C'était très dur pour ma mère de voir qu'on le rase. Ouais, et puis quand on voit la lame s'approcher, on se dit, bon, ils savent ce qu'ils font, bien évidemment, mais c'est quand même impressionnant. Ouais, moi, j'étais là tout le long. Quand c'est la première fois qu'on le voit. C'est ça, en live, ouais. C'était chaud. C'était très dur mentalement pour moi. Et est-ce qu'il y a eu d'autres sujets comme ça sur lesquels vous avez dû trouver des compromis en tant que couple n'ayant pas la même religion? Oui, les prénoms. Les prénoms, au début, c'était dur. Parce que je voulais donner un prénom, je ne vais pas dire un prénom chrétien, parce que je ne crois pas au fait qu'il y a des prénoms musulmans et des prénoms chrétiens. Je pense juste que c'est la foi, en fait. C'est pas genre... Il y a des prénoms arabes, oui, comme au Sénégal. Mais beaucoup pensent que les prénoms arabes, c'est des prénoms musulmans, alors que non, c'est des prénoms arabes. Et donc, moi, avec mon mari, ce qu'on a fait, c'est que il choisit le premier prénom et je choisis le deuxième. Donc après, tout le monde est content. Lui, il choisit un prénom, donc le premier prénom, parce qu'il faut qu'il donne l'homonyme. C'est tellement important pour lui. Et donc, voilà, je le lui accorde. Même si je lui ai dit, écoute, on ne va pas avoir les mêmes prénoms de toute ta famille, on ne va pas reproduire la même famille une deuxième fois. Donc voilà, moi, je choisis le deuxième prénom, c'est ça. Donc pour mon premier, il a le prénom de son frère et de mon frère. Pour la deuxième, elle a le prénom de sa sœur et un prénom que j'ai choisi, que j'aimais bien. Et pareil pour le troisième. Un peu de folie. Voilà. Un peu d'originalité dans tout ça. Et est-ce que tu dirais qu'être mère t'a transformée ou finalement c'était tellement naturel que pour toi c'était juste une continuité? Un peu des deux. Oui, ça m'a transformée parce que j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, j'ai pas les mêmes... Ça m'a carrément... J'ai pas les mêmes passions. Avant, comme j'ai fait des langues parce que j'étais passionnée par les langues. Aujourd'hui, je suis passionnée par la maternité, la grossesse, la petite enfance. Voilà. C'est ça la différence. J'en ai pas fait encore mon métier. C'est là-bas, c'est ce que j'aimerais que ce soit, mon métier un jour. Je ne sais pas encore dans quel domaine exactement, mais oui, ça m'a transformée de ce côté-là.
Mais c'est une continuité dans le sens où je me suis toujours dit, je veux des enfants et j'en veux 3 et voilà. Et donc, à quel moment vous vous êtes dit, OK, on se sent prêt pour agrandir la famille et avoir un deuxième? Est-ce que cette fois, c'était planifié? Ouh, complètement, à la minute près. Cette fois-ci, c'était trop planifié même. Bon, planifié et pas planifié. Planifié avec, on va dire, il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Quand mon fils avait 18 mois, j'ai invité mon mari à un date et je lui ai dit que je voulais un autre enfant, que j'étais prête. Parce que lui, si tu le laisses, il allait dire, ouais, ils vont avoir 50 différents. Je lui ai dit, copain, moi, je ne suis pas là pour avoir des enfants pendant 15 ans. C'est mort. Donc, je l'ai invité à un date. Alors, mon fils avait 18 mois à l'époque, ok? Et je lui ai dit, ok, je veux qu'on fasse un deuxième enfant. Donc, parce que j'avais mis un stérilet. Donc, voilà, je voulais l'enlever pour qu'on commence un deuxième. La tentative du deuxième. Il a dit ok, pas de souci, j'ai réussi à le convaincre. Et ensuite, je devais prendre le rendez-vous chez le gynéco, qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai enlevé mon stérilet quand mon fils avait 22, 23 mois. Donc on va dire 4 mois après. Parce que j'avais pas le temps d'y aller, c'est tout. Donc comme j'ai dit, moi je le voulais tout de suite, mais bon après il y a d'autres choses qui sont venues entre-temps. Donc quand j'ai enlevé mon stérilet, je suis tombée enceinte direct. On va dire le lendemain, je pense. Ouais. Mais j'ai eu une fausse couche à 6 semaines. Et c'était la veille des 2 ans de mon fils. Ouais. Donc c'était un peu dur, surtout que je lui faisais une petite fête pour son anniversaire. C'était la veille. Je savais que j'étais enceinte. Et dans la même semaine, je suis allée voir le gynéco au bout de la 6e semaine, le début de la 6e semaine. Et on va dire à la fin de la 6e semaine, j'ai fait la fausse couche. C'était assez bizarre, mais c'est comme si, quand je me suis réveillée ce jour-là et que j'ai vu que je saignais, je savais que c'était ça. Donc je suis allée chez le gynéco. J'ai pas pu aller chez mon gynéco à moi. Donc j'ai dû aller dans un centre, dans une clinique. Et puis il m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là? Parce que déjà, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de la grossesse, de la maternité, etc. Mais il y a des sujets comme ça, les interruptions spontanées de grossesse, qui sont encore moins discutés, moins partagés. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as eu envie d'en parler, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé pour toi et que tu as traversé avec ton mari? Est-ce que ça t'a affecté ou pas plus que ça? Comment tu l'as vécu? C'est quelque chose, honnêtement, qui m'a pas plus affectée que ça. Ça m'a pas découragée. Genre, je me suis pas dit, je dois attendre encore 6 mois pour avoir essayé encore. Je me suis pas dit, est-ce que ça veut dire que je vais pas avoir d'enfant? Je me suis pas dit, non, j'ai pas été dans le négatif en fait. Au contraire, je me suis dit, c'est des choses qui arrivent. À ce moment-là, j'étais un peu informée. Je me suis dit, c'est des choses qui arrivent. J'espère que si je tombe enceinte une autre fois, cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc voilà. Et voilà, ma fille est née 1 an après, le même jour. Donc j'ai Le même eu, jour? ouais, le lendemain, mon fils et ma fille sont nés le même jour. J'ai eu ma fausse couche la veille de l'anniversaire de mon fils. Donc, j'ai eu la fausse couche le 22 mai 2021 et ma fille est née le 23 mai 2022. C'est incroyable. Ouais, Donc ton fils et ta fille sont jumeaux à 3 ans d'écart. c'est ça. Et tu disais que ta première grossesse avait été la plus facile. Qu'est-ce qui a été plus compliqué avec cette troisième grossesse du coup? Donc, cette deuxième grossesse ou troisième grossesse, j'avais beaucoup de mal à manger au début. C'était les odeurs. La nourriture me dégoûtait alors que j'adore manger. Et donc, c'était horrible. Je m'asseyais devant mon assiette et je pleurais. Et j'arrivais pas à manger. Il y avait des odeurs qui me dégoûtaient, genre la sauce, le tchèp, les trucs sénégalais là. Après, ça a disparu tout d'un coup et puis je pouvais manger tout ce que je voulais. C'était le seul point négatif de cette grossesse-là. Mais honnêtement, je rends grâce à Dieu, j'ai pas de grossesse difficile. Et tu étais suivie par le même gynéco que pour ton fils? Alors, pour mon fils, j'avais une gynéco au début de ma grossesse. Et puis à la fin, elle m'a redirigée vers mon gynéco actuel en me disant, je fais pas les accouchements la nuit, pendant le week-end. Donc, si jamais tu accouches la nuit ou le week-end, c'est lui qui va t'assister. Et donc, quand je suis allée le voir lui, je suis tombée amoureuse de ce gynéco et je suis restée avec lui. Et depuis, c'est mon gynéco. Elle m'a un peu chassée, en fait. Sans vouloir me chasser, elle m'a chassée. Voilà. Bah, en tout cas, c'est important de trouver un gynéco avec qui on se sent en confiance et bien. Donc, c'est ça ouais. Donc, c'est lui qui a fait mes 2 accouchements. Malheureusement, pas le 3e, mais c'est lui mon gynéco. Et
Et donc ce deuxième accouchement, est-ce que tu t'es posé la question de faire une voix basse après césarienne ou est-ce que tu savais que tu allais avoir une deuxième césarienne? Comment ça s'est passé pour toi? Non, je voulais avoir une voix basse après césarienne, clairement, c'était ça. Et on s'était entendu avec mon gynéco que ce soit ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que encore une fois, mon col ne s'ouvrait pas. Arrivé à terme, je suis allée voir le gynéco encore une fois. Ma grossesse s'est bien passée, mais mon col ne s'ouvrait pas. Et encore une fois, je suis allée, au bout de la 40e semaine, pareil, il m'a vue, il m'a dit... et puis comme par hasard, ma DPA, ma date prévue d'accouchement, c'était le jour de l'anniversaire de mon fils, depuis le début de mon accouchement, depuis le début de ma grossesse, pardon. Mais ensuite, je suis allée le voir la semaine d'avant, ma DPA, et il m'a dit... le bébé n'est pas descendu, ton col est toujours super fermé, même si je te laissais là 2 semaines, et le bébé était gros. Elle était déjà à 3,7 kg. Effectivement, elle est née avec 3,730 kg. Et il m'a dit, si je te laisse encore là 2 semaines, le bébé va être trop gros pour une voix basse après accouchement. C'était un peu risqué, parce que j'avais un utérus cicatriciel. Ouais, parce que c'est vrai que la date prévue d'accouchement, ça reste une date prévisionnelle, parce qu'en fait, c'est plutôt une fenêtre de tir. Exactement. Entre 39, 40, 41 semaines, voire il y a même un pourcentage de femmes qui accouchent entre 41 et 42 semaines. Mais c'est vrai, quand on est dans des contextes particuliers, comme des grossesses après une première césarienne, en général, les critères de sélection, entre guillemets, pour prétendre à une voix basse sont différents déjà d'un gynéco à l'autre et d'une clinique à l'autre, mais communément, les choses comme les dépassements de terme ou les gros bébés, c'est des choses sur lesquelles on est un peu plus frileux, justement à cause de l'utérus cicatriciel et du fameux risque donc, de rupture. Vu que mon utérus était cicatriciel, il m'a dit il va falloir qu'on décide d'une date pour la prochaine césarienne. Et donc, c'était le vendredi, donc le 23 mai, c'était le lundi, et j'ai choisi le 23 mai. Donc, on va dire que c'était prévu et pas prévu. C'est moi qui ai décidé de la date de la naissance de ma fille, ou pas. Donc, j'ai dit à la dame, OK, on prévoit pour le 23 mai. Après, j'ai éclaté en sanglots, en mode, non, je veux pas priver mon premier de son anniversaire. Mais après, je me dis, écoute, qu'il naisse 2 jours avant et le même jour, c'est la même chose. Qu'ils aient 2 jours de différence. On va les fêter ensemble. Voilà, on va le fêter ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, autant qu'ils naissent le même jour. Et surtout que je suis très attachée au chiffre 23 depuis toute petite. Et donc, c'était en mode, c'est évident, il faut que ce soit le 23. Donc, ils sont nés tous les deux le 23. Mais, 3 ans de différence. Et donc, cette deuxième césarienne, elle était du coup prévue. Voilà. Tu étais déjà passée par là. Et pour autant, tu ne l'as pas forcément mieux vécu. Non. Parce que j'étais préparée, je savais comment ça allait se passer. Après, c'était dans une clinique différente avec, on va dire, une équipe médicale différente. Mais j'étais confiante. Mais pendant l'intervention, c'était différent. J'ai eu une lourdeur à la poitrine, comme si il y avait quelqu'un qui s'était assis sur ma poitrine pendant l'intervention. Et c'était très désagréable. J'ai commencé à pleurer. Après, c'était très différent. Pourquoi ? Parce que j'ai pu avoir mon pot à pot. J'ai pu avoir ma tétée d'accueil. J'ai pu avoir ma musique pendant l'accouchement. Mais l'accouchement ne s'est pas passé de la même façon. Donc, voilà la différence. J'ai eu, comme j'ai dit ça, et l'autre chose, c'est que j'ai eu des céphalées après, à cause de l'anesthésie, encore une fois. Peut-être que je pense que c'est parce que j'ai levé la tête trop tôt en salle de réveil. J'ai pu aussi avoir ma fille avec moi en salle de réveil. Tout le temps, elle m'a pas lâché d'une semelle. Donc, c'est pour dire que c'est possible, en fait, au Sénégal. Il suffit juste de demander. C'est important de dire que c'est possible. C'est ça, c'est vraiment possible. Parce que, comme je vous ai dit, la première fois, j'ai rien eu de tout ça. Parce que je n'étais pas informée. Parce que je ne savais même pas que je pouvais demander, en fait. Et parce que, voilà, on ne m'a pas demandé aussi mon avis. Mais la deuxième fois, j'ai fait un plan de naissance avec mon gynéco. Je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais de la musique. Je lui ai même donné les musiques que je voulais qu'on me mette. J'ai dit que je voulais la tétée d'accueil. J'ai dit que je ne voulais pas qu'on lui donne le biberon. J'ai dit que je voulais le pot à pot. J'ai dit que je voulais qu'elle reste avec moi en salle de réveil. Et tout ça, ça s'est passé comme je le voulais. J'ai même le gynéco de la clinique qui est venu me voir en me demandant si j'étais sage-femme. Parce que j'avais fait trop de demandes. J'ai dit non, monsieur, je ne suis pas sage-femme, je suis juste informée. Et voilà.
Donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire, ils sont choqués, en fait, de savoir quand on est enfermé. Ils sont choqués. Ils se demandent si on fait partie du corps médical quand on est informé. C'est ce qui est grave, mais voilà. Il m'a dit, oui, mais il faudrait pas qu'elle reste plus de 12 heures sans manger. Hein. Après, je lui ai dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Et après, j'ai fait comme je voulais. Et elle a dormi avec moi à la clinique. On l'a pas du tout amenée. Ah si, on l'a amenée en nurserie au bout de la 3e nuit. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dû faire venir... J'ai une amie qui avait accouché 2 mois avant. Elle m'a tiré du lait. Elle m'a donné du lait pour que je puisse lui donner, parce que je n'avais pas encore ma montée de lait, que je puisse l'emmener à la nurserie. Elle m'a amené du lait et j'ai dit à la dame, s'il te plaît, tu lui donnes que ce lait-là. Ne lui donne pas du lait... Et donc voilà, c'est là. Parce que j'avais trop mal à la tête et j'avais besoin de dormir pour être bien. Sinon, ça n'allait pas le faire. Mais c'est juste cette nuit-là qu'elle a dormi en nurserie. Sinon, tout le temps, elle est restée avec moi. Comparé à mon fils qui n'a pas pu rester. Pas qu'il n'a pas pu, mais j'étais juste pas informée. Voilà. Et donc, ton ami a fait nourrice d'une nuit. C'est ça. Bon, je pense dans l'islam, ils pourront jamais se marier. Mais c'est pas grave. Il m'a sauvée. Shout out. Je fais un petit shout out à Naël qui a sauvé ma fille. Et ce postpartum-là, donc tu sais que tu as aussi connu ce baby blues, est-ce que c'était plus fluide parce que tu l'avais déjà vécu ou est-ce que c'était plus challengeant parce que c'était une deuxième? Non, c'était beaucoup plus fluide. Parce que au moment où j'ai commencé à pleurer pour rien, j'ai su que c'était quoi. Je me suis dit, OK, let it out. J'ai pleuré. C'était à la clinique, je me rappelle. Et j'ai juste prié ce jour-là, parce que j'ai reçu énormément de visites pour ma deuxième. Tu sais, le premier, vu que c'était un peu compliqué, j'avais pas beaucoup de visites à la naissance. Parce que c'était un peu délicat, la situation était un peu délicate. Mais pour ma deuxième, et la dame en bas, à la réception, elle m'appelait, elle me disait, madame, il y a 2 personnes qui veulent monter, est-ce que vous pouvez faire descendre 2 personnes? Tellement il y avait des gens qui venaient me voir. Et moi, ça ne me dérange pas, moi personnellement, parce que je réagis bien à la césarienne, je suis en forme et tout. Mais ma fille, ça la dérangeait énormément. Elle pleurait beaucoup avec le bruit, avec les odeurs différentes des gens, avec tout ça. Ça la dérangeait. Donc après, franchement, j'ai prié. Je n'ai pas dit aux gens ne venez pas me voir. Mais au bout du 4e jour, j'ai prié. C'était un jeudi, je me rappelle, j'ai accouché le lundi. Je me suis dit, mon Dieu, s'il vous plaît, demain que personne ne vienne me voir. Et personne n'est venu me voir. J'étais tellement contente. Et ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. Mais j'étais toute seule. Pour fêter ça. Voilà. Là, pour fêter la petite fête de la descente d'eau, comment on dit? La chute d'hormones. On se fait une petite chute d'hormones party. On devrait faire ça, je te jure. Chute d'hormones party, ouais, c'est une bonne idée. Pour positiver la chose, parce que c'est quelque chose de tellement normal, en fait. Je me dis, quand tu t'y attends, ça fait moins mal que quand tu connais pas et que tu n'es pas au courant. Donc, les filles, si vous allez accoucher, dites-vous qu'au bout de 4e jour, vous allez avoir envie de chialer comme jamais, comme never. Faites une petite partie, faites une petite fête. Achetez-vous, allez à la Graine d'Or, à Kaiser, prenez-vous tout ce que vous avez envie, vous dites qu'on vous livre, vous pleurez en mangeant vos sucreries. Mais je vous jure, ça va vous faire du bien. Voilà les conseils de Yaïch. À retrouver aussi sur sa page Instagram. Exactement. Ah là là, non mais écoute, c'est mieux de le vivre comme ça, hein, parce on galère tellement dans tellement de choses que moi je me dis c'est ça en fait, c'est le lâcher prise en fait. On doit arrêter de se mettre de la pression. Donc voilà pour ma deuxième grossesse, pour mon deuxième accouchement. Et donc tu as refait aussi un baptême en petit comité? Oui, c'était simple. Il y avait plus de monde parce que comme j'ai dit, la situation était moins compliquée. C'était bien, on a encore rasé ma fille. C'est là que j'ai décidé que c'était plus mon combat, en fait. Est-ce que c'était plus dur parce que c'était une fille ou pas forcément? Moi, j'ai mieux accepté que la première fois. Pas ma famille, parce que c'était une fille. Ils étaient en mode, oui, mais là, c'est une fille, vous pouvez juste couper un peu. Et puis, la famille de mon mari était en mode, non, chez nous, on coupe tout. Et sachant que ça aussi, pour l'avoir vu dans différentes familles, c'est plutôt une question de pratique. Il y en a qui coupent une mèche. Oui, il y en a vraiment qui coupent une mèche. Il y en a qui ne coupent pas. Il y en a qui rasent tout. C'est vraiment culturel. Donc moi, cette fois-ci, c'était bien. Voilà, ma fille, elle a eu son petit baptême. Et puis, voilà. Ça s'est bien passé. Et est-ce que c'est... parce que ça peut être un moment, le baptême, donc c'est 7 jours après l'accouchement, où il y a des femmes qui disent c'est aussi agréable après les 9 mois de grossesse, où parfois on s'est un peu, entre guillemets, retiré de la vie publique, où on se cache un peu, où c'est un rythme différent, l'accouchement. Et finalement, ce 7e jour, le baptême, c'est aussi une façon de
de retrouver les retourner, gens, voilà, retourner dans la société. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais je suis totalement d'accord. Moi, j'adore mes baptêmes. Après, je suis pas dans l'extravagance. Je me change pas 18 fois. Après, je juge pas celles qui le font, hein. Vous avez du courage, moi, je l'ai pas. Mais j'aime bien. Je trouve que l'attention, elle est vers moi, sur moi. Les gens sont aux petits soins. Tu reçois des cadeaux, tu reçois plein de choses. Moi, j'adore. J'aime bien. Je me dis que si j'étais pas mariée avec un musulman, j'aurais pas eu ça. Et alors toi, tu as reçu des cadeaux? Parce qu'il y en a qui font des cadeaux le jour du baptême à la belle famille. Non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai reçu des cadeaux. Peut-être pas forcément de ma belle famille, mais des gens en général. Non, je suis pas dans ça malheureusement. Ou heureusement, je dirais. Ouf, heureusement, je suis pas dans ça. Je suis un peu tout bas quoi aux yeux de ma belle famille. Si vous m'écoutez, c'est pas grave. Ils comprendront, ils me connaissent. Quand ça t'arrange, quoi. Voilà. Quand ça m'arrange, je suis un peu tout bas. Mais quand ça m'arrange pas, je peux être très sénégalaise aussi. Donc voilà. Le meilleur des deux mondes. Voilà, exactement. Et donc ça, c'était ta deuxième. Et là, ton troisième, donc il y a 20 mois d'écart. C'est ça. Entre ta fille entre ma fille et Pouche-Pouche. Et entre Pouche-Pouche. petite sœur et Pouche-Pouche, ouais. Et donc là, est-ce que c'était de nouveau planifié? Non, pas du tout. C'était une très grosse surprise. Je voulais même pas y croire, moi, personnellement. Je n'y croyais pas du tout. Ouh, c'était chaud. C'était très dur pour moi de l'accepter au début. Parce que comme j'ai dit, c'était pas prévu. Après, c'est comme genre, j'ai eu mon retour de couche parce que j'allaitais ma fille. Donc j'ai eu mon retour de couche à 7 mois. Et au lieu de prioriser ma visite chez le gynécologue, ne faites pas cette erreur, les filles, allez-y. Donc moi, la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai envoyé direct un message à mon gynéco en mode « il faut que je vienne te voir ». Il m'a dit « ouais, je suis pas là, nanana ». Boum, j'ai pas pu le faire. Je faisais attention. La deuxième fois, j'ai eu mes règles encore. Je lui ai dit « il faut que je vienne » et tout. Il me dit « non, mais là, je suis pas là ». En plus, moi, j'étais loin, j'étais de l'autre côté de la ville et tout. Je pouvais pas y aller, je travaillais, je suis pas allée. Et bim, badaboum, je vois plus mes règles. Moi, Virginia, qui suis réglée comme une montre. Moi, j'ai un cycle tellement régulier. Je peux te dire exactement quel jour j'ai conçu ma fille, littéralement. Mais, dans mon cerveau, ça n'acceptait pas le fait que ne pas avoir mes règles, ça voulait dire que j'étais enceinte. On va dire, mes premières grossesses, j'ai fait mon test direct. Là, je l'ai fait 1 mois après. Tu étais dans le déni. Total, complet. Je suis allée chez une amie, elle m'a regardée, elle m'a dit « copine, prends ». Elle m'a donné un test, elle m'a dit « vas-y, fais-le. Tu es enceinte, fais-le ». Et j'ai fait, et puis j'ai découvert que j'étais enceinte, et puis mon monde s'écroulait. Mon monde s'écroulait, pas parce que je ne voulais pas d'enfant, pas parce que je n'étais pas prête, mais c'était surtout parce que je venais de trouver un travail. J'allais commencer, disons, j'ai découvert que j'étais enceinte en juin, alors que je commençais en août. Et je me suis dit, mais c'est mort en fait. Comment je vais débuter un travail et au milieu, donc se dire, et c'est fou qu'on se pose ces questions-là en tant que femme aujourd'hui, et de me dire que je vais leur dire que je pars et ils vont me dire, ok, c'est bon. Donc pour moi, c'était mort. Je venais de signer le contrat. Donc voilà, et ma fille avait 7 mois, un truc du genre. 7 mois, non. Elle avait 1 an. Ouais, 1 an. J'étais déjà enceinte. Oh là là. Et justement, tu dis que tu venais de trouver un nouveau travail. Ça a toujours été évident chez toi, cette volonté de concilier maternité et vie professionnelle active? On va dire que dans ma situation, c'est pas vraiment quelque chose que c'est pas comme si je pouvais faire un choix. Il faut que je travaille. Après, aujourd'hui, je me dis, même si, est-ce que j'ai envie d'être mère au foyer? Ouh, c'est dur. Franchement, je respecte ceux qui sont mères au foyer à 100%. Je sais pas si je pourrais. C'est pas parce que j'adore travailler, nanani, nanana, mais c'est juste que c'est trop dur, en fait, mentalement, d'être à la maison avec les enfants H24. Ou bien même quand ils vont à l'école ou un truc du genre. C'est dur d'être mère au foyer. Hein. Moi, je trouve que ça plus dur que d'être mère qui travaille. Hein. Bah, c'est sûr que quand on travaille, à la limite, on a une pause déj, Exactement. On a des horaires. Mère au foyer, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a rien. Et en plus, il y a plus de pression. Parce qu'on se dit, tu es à la maison, donc tu es censé faire ça. Et donc, moi, je trouve ça trop dur. Je ne sais pas si je pourrais être mère au foyer. Je trouve que mon équilibre, c'est de travailler et de rentrer à la maison, m'occuper de mes enfants. Et donc, finalement, comment tu as processé, comment tu en es venue à l'acceptation de cette grossesse et comment s'est passée l'annonce au travail. travail? Alors,
Dès que je l'ai su, je me suis dit, il faut que je l'annonce au travail. Parce qu'il fallait que je sache où me mettre déjà, comment j'allais m'organiser. Parce que moi, avec mes 3 grossesses, j'ai eu un changement de travail, de vie, de salaire, de tout. Donc, tu sais, le Sénégalais qui dit d'homme wërsëg, c'est-à-dire l'enfant, c'est la chance, ça t'apporte de la chance. Moi, je l'ai vu avec mes 3 enfants. Quand j'étais enceinte de 8 mois de mon fils, j'ai été, on va dire, licenciée. Donc, c'est là que j'ai changé de traductrice à prof d'anglais. Ensuite, quand j'étais avec ma fille, j'ai encore changé de travail dans un nouvel établissement. Tout était nouveau, en fait. Et j'étais à temps plein. J'étais entrepreneur entre mon fils et ma fille. Et après, je suis revenue en entreprise, juste avant d'avoir ma fille. Et avec mon fils, pareil. Mon dernier. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, et c'est pour ça que quand je suis allée voir mon gynéco, j'étais fâchée. J'ai dit, mais regarde, je peux pas le garder. Je vais avoir un nouveau travail. C'est pas possible. Il me dit, mais toi, ton enfant te rapporte un travail et tu veux te débarrasser de lui. C'est ce qu'il m'a dit. Et dans ma tête, c'est là que ça a changé, en fait. C'est là que ça a switché. Quand je suis allée le voir et qu'il m'a dit ça, je me suis dit, voilà, il devait être là, en fait. Peut-être que moi, j'étais pas prête, mais l'enfant devait venir. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. Et c'est comme ça que j'étais heureuse après. C'était beaucoup plus dur physiquement, parce que j'avais une petite de 1 an. Et donc, physiquement, c'est toujours dur. Aujourd'hui, je peux te dire que physiquement, je suis fatiguée. Mais ça devait arriver. Ouais. Et finalement, au travail, comment ils l'ont pris ? Très bien pris. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, à part le fait que dans le contrat, c'était stipulé que il fallait que je fasse 1 an dans l'entreprise avant d'avoir des congés payés. Donc, j'ai pas eu de congés payés. Donc là, je suis pauvre. Mais je suis heureuse. Et donc là, pour le 3e, avec 2 césariennes précédentes, est-ce que la question s'est posée de l'accouchement voix basse ou là, c'était sûr que ça allait être une césarienne programmée ? Là, c'était sûr que ça allait être une césarienne. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai éclaté en sanglots quand j'ai dû décider de la naissance de ma fille, parce qu'elle m'a dit carrément, ce jour-là, madame, vous allez faire une 2e césarienne et ce sera maintenant que des césariennes. Parce qu'au Sénégal, je précise, ils ne préfèrent pas prendre le risque. Donc après 2 utérus cicatriciels, je savais que cet accouchement-là, ce serait par césarienne, forcément. Et est-ce que tu as accouché au même endroit ? Non, 3e endroit. 3e clinique. Tour des cliniques de Dakar. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les cliniques de Dakar, vous pouvez me contacter. Je les ai toutes essayées. Non, je rigole, j'en ai essayé 3. Mais voilà, je ne regrette pas d'avoir changé à chaque fois. Comme je t'ai dit, mon statut a changé, les moyens ont changé, donc j'ai pu changer. Ma vie a changé, donc voilà. On va dire que j'ai évolué j'ai évolué au fil des cliniques. Ton standing a évolué. J'ai accouché en dernier à Bellevue. Mon gynéco n'accouche pas à Bellevue. Donc, c'est le docteur Diop qui m'a accouché à Bellevue. Et cette fois-ci, je n'ai pas accouché à terme parce que je ne devais pas arriver à terme. Parce que je ne devais pas entrer en travail. Ah oui, on ne voulait pas prendre le risque que tu rentres en travail naturellement. Naturellement. Parce que c'était une 3e césarienne. Voilà. Cette fois-ci, je suis allée en week-end avec mon mari pour célébrer notre anniversaire de mariage. Et quand on est rentré du week-end, je me suis dit, j'en ai marre, je veux que ce bébé sorte. Pas parce que j'étais fatiguée, super fatiguée à la fin de la grossesse. J'étais quand même à 38 semaines et quelques. Je voulais arriver à 38 semaines, sûr. Parce que je trouve que c'est important d'arriver au terme. S'il vous plaît, arrivez à terme, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment le dire. Comme on dit en Wolof, en cas de wuyayoy, n'arrivez pas en terme. Mais si vous pouvez aller le plus loin possible, en fait. Donc moi, c'était important pour moi d'arriver à minimum 38 semaines. Et après ça, je me disais, vu que je commençais à avoir des contractions, pas du tout rapprochées, c'était des Braxton Hicks, je pense. Et donc voilà, je suis allée voir Dr Diop. Je lui ai dit, j'aimerais bien accoucher aujourd'hui. J'aimerais bien accoucher le plus vite possible. Il m'a dit, oui, d'accord, on peut programmer ça pour demain. Je lui ai dit, pourquoi pas aujourd'hui ? Ce serait cool. Il m'a dit, ah oui ? Je lui ai dit oui. Mettez-moi dans votre planning. S'il vous plaît. Il m'a dit, ok. Est-ce que tu as les analyses pour l'anesthésiste ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, ok, vas-y, descends. Tu vas voir l'anesthésiste. Et s'il est d'accord, on y va.
J'ai dit yes. Je suis allée voir l'anesthésiste. C'était l'anesthésiste qui m'avait anesthésiée pour mon premier. Je lui ai raconté, je lui ai dit, vous étiez là à mon premier accouchement. Donc là, je vais accoucher du troisième et il faut que vous me fassiez ça aujourd'hui. Il m'a dit, ok, on y va. J'ai dit, ok. Et moi, j'avais déjà mis mes affaires dans la voiture. J'ai juste appelé mon mari. Je lui ai dit, ils ont dit qu'ils allaient m'accoucher aujourd'hui, alors que j'avais tout planifié. Le matin, la veille, j'avais dit à mon mari, on revenait du week-end, on revenait du Sin Saloum, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, demain, je vais mettre mes affaires. J'avais rendez-vous le lundi. Je lui ai dit, je vais mettre mes affaires dans la voiture au cas où, on ne sait jamais. J'ai dit à ma mère, prépare-toi, je t'appelle quand je sais prêt. Parce qu'elle, je lui ai dit la vérité, on va dire. Le plan machiavélique. Voilà, mon plan, c'est que j'ai dit à ma mère, prépare-toi, je t'appelle à telle heure. Elle me dit, t'es sûre, tu veux pas que je vienne avec toi et tout? Je lui ai dit, non, t'inquiète, parce qu'on ne sait jamais si c'est au milieu de la journée et tout ça. Et donc, voilà. Donc, je suis allée là-bas à 8h, à 11h30 et quelques. J'étais prête pour aller au bloc. Cette fois-ci, ils m'ont mis la musique. Encore une fois, j'ai tout choisi avec Dr. Job et tout s'est bien passé. Dieu merci. Cette fois-ci, j'ai pas eu de céphalée. L'accouchement s'est bien passé. Ah, la différence entre ma troisième césarienne, c'est que la césarienne, la rachi-anesthésie a mis du temps à prendre. Et donc, au moment où je pense qu'il m'a ouvert, on m'a endormi. Parce qu'il voyait que je commençais à paniquer. Parce que je pense pas que je sentais la lame, hein, non pas du tout, mais je sentais beaucoup de pression. Vous savez, quand vous avez l'arraché-anesthésie, vous ne sentez pas la douleur, mais vous sentez une pression quand le docteur il ouvre et qu'il met la main dans le ventre et tout ça. Donc, on va dire que j'étais éveillée. Pendant mes 2 premières césariennes, j'étais éveillée du début jusqu'à la fin. Mais là, il a dû m'endormir parce qu'il a vu que je paniquais un peu. Donc, quand je me suis réveillée, mon fils était déjà parti, mon mari l'avait vu et tout ça. Et dès que je suis allée en salle de réveil, on me l'a amené. Donc, voilà la différence. Donc, vous avez vu, vous pouvez avoir 3 césariennes et vivre 3 choses complètement différentes. Et la moralité, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander. Parce qu'on peut même demander quand accoucher. Ah oui, vous avez vu? Comment accoucher? Non, mais j'étais avec... vous connaissez Zainab de Cap sur le Sénégal? J'étais avec elle dans la salle d'attente. Elle m'a dit, ah oui, t'accouches quand? Je lui ai dit, aujourd'hui. Elle m'a regardée, je lui ai dit, oui, c'est aujourd'hui. Je vais dire à Dr. Diop que c'est aujourd'hui que j'accouche. Donc, avant même de rentrer dans le Déterminée. cabinet. Non, mais je te jure, j'en pouvais plus. Je voulais juste que le bébé il sorte. Et puis, j'étais trop pressée de le rencontrer, en fait. Et c'est trop bien. Et j'ai envie de retourner à la clinique rien que pour ça. Voilà, c'était trop nice. Et on s'est bien occupé de toi pendant 5 jours? Trop bien occupé de moi. Même mon mari, mon mari était comme à l'hôtel parce que la clinique est juste à côté de son travail. Donc, il restait avec moi soi-disant pour le soutien, mais il dormait plus qu'autre chose. Il y a le lit qui est là pour les maris s'ils veulent rester. Et donc, lui, il dormait avec moi tout le temps. Et le matin, il prenait tout son temps. Il se réveillait limite à 8h alors qu'il commence à 8h et puis il allait au travail. Donc, lui aussi, il a bien profité du séjour. Et justement, ça, c'était aussi... Quel rôle a eu ton mari dans tout ça, de passer du coup de couple à père, à kilife d'une famille de 3 enfants? Ouais, comment ça s'est fait pour lui? Honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Pour l'homo sénégalensis lambda, il s'en sort très bien. Machallah. Bon, après, on a eu cette discussion récemment. Genre, il me disait que j'aimais trop lui imposer les choses par rapport aux enfants et tout ça. Et je lui dis non, je t'impose pas. Je le pousse à faire des choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une superbe relation avec les enfants. Il est super présent. Il l'adore. C'est genre, quand on est en week-end ou bien que mes enfants ils sont chez ma mère, quand on les appelle en appel vidéo, ils s'en foutent de moi, quoi. Il est où papa? Papa. Moi, on me multiplie par 0 dans cette maison. Alors que c'est moi qui ai souffert. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente. Je m'attendais pas à ce qu'ils s'en sortent aussi bien. Donc je suis agréablement surprise et contente, ouais. Et j'avais vu que dans une de tes stories, à un moment donné, tu avais dit que chaque naissance, chaque enfant t'avait apporté ou appris quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que ça a révélé chez toi, chacune de ces naissances? Alors, on va dire que pour mon fils, ça m'a appris que je pouvais tout faire, en fait. Avec mon fils, je me suis rendu compte que, franchement, après avoir traversé la grossesse, puis un accouchement, puis travailler en même temps,
puis gérer une maison, tu te dis que tu es un super-héros, plus, quoi. Et franchement, les femmes qui traversent tout ça et qui doutent d'elles, j'ai envie de leur dire, mais réveillez-vous, quoi. Parce que franchement, de pouvoir faire tout ce qu'on fait, il faut être un surhumain. Et je suis convaincue qu'on est des surhumains, en fait, nous, les femmes. Ouais. Et c'est genre, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'il y a des femmes qui doutent. Parce que je me dis, mais tu te rends compte, tu fais telle chose. Et ce qu'on arrive à faire en 24 heures, un homme ne pourrait jamais faire ça. Même en une semaine. Ouais, je suis convaincue. Ils ne savent même pas faire deux choses à la fois. Donc, c'est clair qu'ils ne vont pas réussir à avoir la charge mentale qu'on a. Avec ma fille, le déclic, c'était surtout de me dire que je vais élever une fille. Parce qu'au début, j'étais convaincue que j'allais avoir que des garçons, moi, dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, j'allais être une mama's boy all the way. Genre, c'est mort. Mais j'ai un petit stress de savoir que je dois élever une fille dans cette société. Donc ça va dire c'est ça qui était différent. Et mon troisième, il m'a apporté... Je me suis sentie complète. Je me dis pas, j'ai envie d'un autre enfant. Après, c'est normal, je viens d'accoucher. Oui, tout le monde me dit, oui, mais c'est normal. Peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 3 ans. Oui, et peut-être que non. Peut-être que non, en fait, je suis bien comme ça. Mon mari me dit, oui, tu prends les décisions toute seule. Mais j'ai envie de lui dire, c'est pas grave, on s'arrête à 3. Et là, je me dis, j'en ai mentionné récemment, je suis bien. J'ai envie de m'occuper de moi maintenant. Je suis pressée que mes enfants soient tous les 3 autonomes et que moi, je puisse commencer à vivre ma vie pendant que mes autres amis sont en mode poupon. Et par rapport à tes enfants, qu'est-ce qu'on t'a transmis, toi, dans ton éducation et que tu veux absolument transmettre à tes enfants aujourd'hui ? Beaucoup de choses, notamment l'ouverture d'esprit, le fait d'être gentil. Franchement, pour moi, c'est important. Empathique. C'est important que mes enfants soient comme ça. L'ouverture d'esprit, c'est très important. Mes parents, ils étaient très à l'écoute de leurs enfants, dans le sens où c'est pas genre les parents qui ont forcé. Quand il s'agissait de prendre des décisions qui me concernaient à l'école, je prenais les décisions, même si j'avais 7 ans. Et c'est cette liberté-là que je trouve géniale. Et que je trouve qui a fait de moi et de mon frère des bonnes personnes. Donc, on va dire que c'est ce que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est le fait que chaque individu est important, de ne pas traiter les gens différemment, ou bien de ne pas prendre les gens de haut, ou bien de ne pas se sentir supérieur aux gens, mais vraiment d'être des gens bien. Et j'aimerais bien que mes enfants soient des gens bien. Je pense que j'aurais réussi quand mes enfants seront des gens bien. Et est-ce qu'il y a des choses dont tu sais que tu voudrais faire différemment ? Si c'était à refaire, j'aurais la même famille et j'aurais la même éducation. Peut-être... si. Ce que j'aimerais faire différemment, c'est de préserver mes enfants si jamais j'ai des problèmes avec mon mari. Quelque chose que j'ai pas... Je ne dis pas que ma mère ne m'a pas préservée, mais elle m'a donné trop d'informations que peut-être que je n'aurais pas voulu avoir. Donc c'est ça, ouais. Préserver mes enfants de ce côté-là. Ouais, ne pas les impliquer dans les histoires de couple, mais plutôt essayer de garder les deux choses séparées. Séparées, exactement. Quand tes 3 enfants seront grands, oh my God. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi ? C'est une fou. Je vais pleurer. Oh mon Dieu. Quelle question. Alors, quand mes enfants seront grands, j'aimerais juste qu'ils soient fiers d'avoir une mère comme moi. C'est tout. Avec mes défauts et mes qualités, mais juste qu'ils soient fiers d'avoir eu une mère comme moi et qu'il n'ait aucun doute que je suis la mère que je dois être pour eux, quoi. Qu'ils se disent que non, j'aurais jamais aimé avoir une autre mère que ma mère. Voilà, c'est tout. Parce que moi, c'est ce que je ressens par rapport à ma mère. Ouf. Les émotions, je pensais pas que j'allais pleurer. Ah ouais, cette question, elle est extraordinaire. C'est la surprise à la fin. Tu l'avais gardée depuis le début, hein. J'y ai jamais pensé. Parce que je me projette beaucoup avec mes enfants. Et j'ai tellement de
plans et de projets pour eux. Tellement de choses que j'aimerais leur offrir, mais je ne me suis jamais posé la question de comment j'aimerais qu'ils me voient. Ouais. De toute façon, je fais du mieux que je peux. C'est déjà beaucoup. Ouais. Et je suis convaincue que je suis la meilleure mère pour eux, parce que c'est Dieu qui m'a choisi pour être leur mère. Mais je n'y ai jamais pensé. Bravo, là tu m'as eu. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et merci pour cette belle partie de rigolade. C'était vraiment drôle. Et j'encourage tout le monde à aller suivre la page de Yahish. C'est vraiment une mine d'informations. Et on rigole autant que pendant cet épisode, à chaque story. Voilà, merci beaucoup Alix de m'avoir invitée. Merci, tu avais de belles questions et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. Merci. Plaisir partagé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.